Donc bonsoir à vous tous. Merci d'être avec nous, enfin pour cet hommage à Raoul Ruiz. Je suis Danielle Rivière. Je suis l'éditrice des éditions d'Ivoire, où Raoul a publié plusieurs ouvrages. Pour moi, ce soir, c'est non seulement un hommage, mais c'est aussi un témoignage d'amitié, puisque cette expérience d'écriture qu'il y a eu avec Ruiz au cours de ces 15 dernières années ont été a été une aventure un petit peu aussi improbable, puisque les écrits de Raoul se sont faits entre deux films, entre plusieurs voyages, et on s'aperçoit finalement que cette aventure de plaisir d'écriture, à certains moments, finalement, quand ça s'arrête, ça finit par être une trace de vie, que c'était la vie. Voilà, donc c'était quelque chose d'un peu léger et en même temps d'extrêmement sérieux, puisque ces ouvrages ont été pour Raoul des expériences narratives qu'il mettait dans ses films et dont on retrouve tout l'univers à travers ses livres. On y retrouve aussi l'esprit du conte, comme on a aimé partir dans ces labyrinthes narratifs à travers ces films. Et j'avais envie ce soir que justement, à ce moment où il y a un hommage à Paris avec tous ces films, ce soir aussi avec des photos qui ont été prises sur son tournage. Nous sommes donc dans les images. Raoul était un homme d'image, mais c'était aussi un homme de pensée. Il y a aussi des pensées en images, et les récits qu'il faisait, c'était aussi des récits écrits qui demandaient au lecteur de fabriquer ses propres images mentales. Donc nous sommes là aussi pour, à travers sa voix, vous inviter à fabriquer les images mentales qu'il vous sollicitait à travers ses écrits. Donc ce soir, il y a 4 amis qui sont avec nous. Olivier Steiner, qui était comédien et qui est devenu un célèbre écrivain, qui vient de publier son premier roman chez Gallimard et qui a eu le Grand Prix là cette semaine. Sabine Rossoli, qui est comédienne. Laurent Deburge, qui est aussi comédien. Et Stéphane May, qui a fait la bande-son à partir des films de Raoul, qui est comédien, metteur en scène et qui fait du VJ, donc qui va nous accompagner ce soir. Chacun aura un extrait des textes de Raoul à lire. Donc Olivier va commencer par Poétique du cinéma, le premier, Poétique de Raoul, qui est un livre théorique sur la fabrication des images, sur les structures du récit, sur le fait de dénoncer un certain type de modèle narratif emprunté à Hollywood. Ensuite, Sabine va donner une suite à ce Poétique du cinéma 1, puisqu'il y a eu un Poétique du cinéma 2 qui a été écrit 10 ans plus tard. Stéphane viendra lire des extraits d'un livre d'artiste que Raoul avait réalisé à l'occasion d'une exposition qui avait eu lieu à Boston, qui s'appelait L'expulsion des morts, et qui était venue ensuite à Paris, et qui a été l'objet d'une histoire entre un chrétien et un mort. Enfin, c'était un livre d'artiste avec un miroir à l'intérieur, un papier miroir. On doit lire les textes à l'envers. Enfin, il y a tout un jeu labyrinthique à travers le livre. Et ensuite, Laurent va terminer avec un livre extrêmement poétique qui s'appelle À la poursuite de l'île au trésor, qui est un livre que Ruiz a écrit d'abord avant le film L'île au trésor, et ensuite la deuxième partie après le film. Et c'est toute une quête autour justement des contes pour enfants, de l'île au trésor, comme une sorte de trésor à trouver dans les textes, dans les écrits, etc.
Donc, merci d'être encore avec nous. Je vous souhaite une bonne soirée et à plus tard. Une histoire s'installe quand quelqu'un veut quelque chose et qu'un autre ne veut pas qu'il l'obtienne. Dès lors, à travers différentes digressions, tous les éléments de l'histoire s'ordonnent autour de ce conflit central. Je vais tenter de résumer mes objections contre cette notion de conflit central, telle qu'on me l'a enseignée dans les écoles et universités d'Amérique, du Nord et du Sud, et telle qu'elle en vint à être acceptée à travers le monde ces dernières années. Dire d'une histoire qu'elle ne peut exister qu'en raison d'un conflit central nous oblige à éliminer toutes celles qui n'incluent aucune confrontation, en laissant de côté les événements ne requérant qu'indifférence ou vague curiosité, tels qu'un paysage, un orage lointain ou un dîner entre amis. À moins que de telles scènes n'encadrent deux combats entre des bons et des méchants. Mais plus encore que les scènes dénuées de toute action, la théorie du conflit central bannit ce que nous appelons les scènes mixtes. Un repas ordinaire interrompu par un accident incompréhensible, sans rime ni raison, sans conséquence, et qui s'achèvera comme un repas tout aussi ordinaire. Pire, il n'y a pas de place pour des scènes composées d'événements en série. Plusieurs scènes d'action qui se suivent, par exemple, sans toutefois s'écouler dans la même direction. Dans une rue, deux hommes se bagarrent. Un peu plus loin, un enfant est empoisonné par la crème glacée qu'il mangeait. Au milieu de tout cela, un homme à sa fenêtre mitraille des piétons, dans l'indifférence générale. Dans un coin, un peintre peint la scène tandis qu'un pickpocket lui dérobe son portefeuille et qu'un chien, à l'ombre d'un immeuble en flammes, dévore le cerveau d'un ivrogne comateux. Dans les lointains, de multiples explosions rouge-sang s'harmonisent au coucher du soleil. Une telle scène ne présente aucun intérêt du point de vue du conflit central, à moins de l'appeler Week-end à Sarajevo et de répartir les personnages en deux équipes adverses. L'insistance avec laquelle on veut infliger du conflit central à des scènes adventistes correspond à une série de questions pratiques que je ne prétends pas ignorer. Cela permet avant tout de capter l'attention des spectateurs qui nous accordent 2 heures de leur vie. Avant d'aller plus loin, j'aimerais faire une remarque liée à la légitimité concernant l'utilisation du temps que les spectateurs sont prêts à nous octroyer. On nous dit que notre rôle consiste à remplir 2 heures dans la vie de quelques millions de spectateurs et à nous assurer qu'ils ne s'ennuieront pas. Mais qu'entend-on par ennui ? Au IVe siècle de notre ère, Cassanius et quelques autres des premiers pères chrétiens réfléchirent au problème qu'ils appelaient le 8e péché capital. Ils le nommaient tristitia, ou tristesse, lequel est provoqué par Asmodée, le démon de midi. La plupart des victimes étaient des moines isolés du reste du monde. Il est dit que le phénomène commençait vers le milieu de la journée, quand la lumière est la plus forte. Le moine, concentré sur sa méditation, entend des pas depuis la cour. Il se précipite à la fenêtre, mais il n'y a personne. On frappe doucement à la porte de la cellule, il ouvre, mais toujours personne. Soudain, le moine éprouve l'envie d'être ailleurs, n'importe où, à 1000 lieues. Cela se produit encore et encore, de sorte qu'il ne parvient plus à méditer. Il se sent épuisé, affamé, et tombe de sommeil. Nous n'avons aucun mal à discerner dans cette description les 3 étapes de l'ennui. Un sentiment d'emprisonnement, l'évasion par le sommeil
et finalement l'anxiété comme si nous nous sentions coupables de quelque épouvantable action que nous n'aurions pas commise. La cure du moine contre cela n'est pas si éloignée de ce qu'aujourd'hui les experts en divertissement prétendent approprier aux travailleurs surmenés. Distraire la distraction à l'aide de distraction, utiliser le poison pour guérir. Mais je soupçonne les premiers pères d'avoir avancé de tels commentaires pour traiter ce symptôme parce qu'ils ne croyaient pas vraiment aux démons. Mais faisons un effort. Prétendons que ces démons existent. Le moine est dans sa cellule. Il sent l'ennui l'envahir. Il entend des pas, mais il est sceptique. Il sait bien qu'il n'y a personne alentour. Quelqu'un, pourtant, arrive, et bien que le moine sache que cette apparition est un artifice, il l'accepte comme tel. Elle lui propose de le sortir de sa cellule, ce que le moine accepte. Il est transporté dans des pays lointains où il aimerait bien séjourner, mais il est déjà temps de rentrer à la maison. De retour dans sa cellule, le moine s'étonne de découvrir que ce voyage n'a fait que rendre pire toute chose. Il s'ennuie plus encore, d'un ennui à la pesanteur ontologique. Désormais, tout voyage hors de sa cellule, toute apparition de son ami virtuel aggraveront la mélancolie du moine. Il ne croit toujours pas à ces apparitions, mais son manque de croyance est devenu contagieux. Bientôt, la cellule elle-même, les autres moines, et jusqu'à la communication avec Dieu deviennent une illusion. Son monde a été vidé par le divertissement. Quelques 1200 ans plus tard, en France, Pascal nous prévient dans le chapitre de ses pensées consacré au divertissement que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre, en repos ne serait-ce qu'une seule heure. Est-il donc possible que l'ennui soit une bonne chose? Mais de quel ennui parle-t-on? Prenons un exemple classique. Bon nombre d'êtres humains, passés la quarantaine, lorsqu'ils refusent de prendre des somnifères, se réveillent la nuit vers 4 heures du matin. La plupart prennent plaisir à deux activités: se souvenir d'événements passés et penser à ce qu'ils doivent faire le lendemain. En dialecte milanais, il existe un mot pour décrire la première de ces activités, calendare. Mais il y a aussi un moment où les événements passés et à venir s'agitent, s'activent et provoquent une sorte de tension électrique. Peut-être que Bergson, qui avait tendance à douter de l'importance d'un présent qu'il voyait s'évanouir dans les flux et reflux du passé et du futur, aurait dû s'intéresser à ce moment privilégié, quand le passé et le futur se scindent comme les eaux de la mer Rouge, pour laisser passer un intense sentiment d'exister, ici et maintenant, dans un repos actif. Cet instant privilégié que les premiers théologiens catholiques qualifient de paradoxe de Saint Grégoire survient quand l'âme est à la fois au repos et en mouvement, tournant vertigineusement sur elle-même comme un cyclone autour de son œil, pendant que les événements du passé et du futur s'évanouissent dans la distance. Si je propose cette modeste défense de l'ennui, c'est justement parce que les films qui m'intéressent provoquent parfois une sorte d'ennui. Disons qu'ils possèdent une haute qualité d'ennui. Ceux d'entre vous qui ont vu les films de Snow, Ozu ou Tarkovsky savent de quoi je parle. On peut en dire autant de Warhol ou des Straub. Mais retournons un instant aux films qui n'ennuient pas, aux films provoqués par le démon de midi. La théorie du conflit central produit de la fiction sportive et se propose de nous embarquer pour un voyage dans lequel, prisonniers de la volonté du protagoniste, nous sommes soumis aux différentes étapes du conflit dont le héros est tout à la fois gardien et captif. À la fin, nous sommes relâchés, rendus à nous-mêmes, mais un peu plus tristes qu'avant. Nous n'avons plus qu'une seule idée en tête: nous embarquer aussi vite que possible pour une autre croisière.
11 années séparent ces lignes de la première partie de ma poétique du cinéma 1. Poétique du cinéma 1 devait être un appel au soulèvement. Ce que j'écris aujourd'hui est bien plus une consolatio philosophica. Mais que l'on ne s'y trompe pas, un pessimisme salutaire peut être meilleur qu'un optimisme suicidaire. De la lumière, plus de lumière, disait Goethe avant de mourir. Moins de lumière, répétait Orson Welles sur un plateau de cinéma, la seule fois où je l'ai vu. Dans le cinéma actuel et dans le monde, il y a trop de lumière. Il est temps de revenir aux ombres. Donc, demi-tour, retournons aux cavernes. Les idées que je vais développer, parfois de manière erratique, tournent autour de 3 intuitions ou métaphores. La première est que les images qui composent un film déterminent le type de narration qui le structure, et non le contraire. La seconde affirme que le film n'est pas composé d'un nombre donné de plans, mais plutôt décomposé par eux. Lorsque nous voyons un film de 500 plans, nous voyons également 500 films. La troisième veut qu'un film ait de la valeur au sens esthétique, dans la mesure où il regarde autant le spectateur que le spectateur le regarde. Tout lecteur raisonnable comprendra que ces 3 intuitions sont des sentiments plutôt que des idées générales. Des sentiments proches de ceux comme la peur, le vertige, la colère ou l'adoration. L'idée qui sous-tend toutes les réflexions regroupées dans ce livre est qu'un phénomène aussi étrange, aussi fuyant que le cinéma, a plutôt besoin d'une approche poétique. Depuis trop longtemps, on a voulu comprendre le cinéma en utilisant les techniques d'analyse les plus variées. Mais une part échappe toujours à l'analyse, la zone obscure, l'ombre. Mon propos est d'aborder le cinéma à partir du côté obscur. Un jour, en me promenant dans la poussiéreuse ville de Santiago du Chili, j'ai vu, non loin d'un centre commercial, une jeune fille d'une 20aine d'années qui arrosait le chemin. Ce n'était pas vraiment le chemin qu'elle arrosait, mais une partie du chemin, une petite portion du sol, et elle ne regardait pas ce qu'elle faisait, elle ne regardait rien. Elle regardait au loin avec une expression qui allait de l'indifférence désabusée à la rage, pour reprendre une mimique proche du bâillement. Je suis allée faire une course et quand je suis revenue une demi-heure après, la jeune fille continuait arrosant au même endroit. Immobile, mais cette fois entourée d'un groupe de passants qui observaient le flot d'eau avec perplexité et lassitude. Rien de plus. Fin de l'image. Un autre jour, non loin de là, j'ai vu qu'un groupe de personnes entourait un enfant allongé sur le sol. Ils l'interrogeaient. « Tu es malade? D'où viens-tu? Tes parents savent que tu es là ?» et bien d'autres choses auxquelles l'enfant répondait invariablement. « Je ne sais pas. » Je suis allée faire une course et quand je suis revenue, l'enfant n'était plus là. Ni lui, ni les passants. Mais 2 semaines plus tard, j'étais dans le bus et j'ai aperçu l'enfant au loin, entouré de passants, et plusieurs semaines plus tard, je l'ai de nouveau rencontré. Ce n'était pas le même enfant, mais c'étaient les mêmes passants, du moins 2 d'entre eux. Bien que je ne sois pas très sûre, car tous les Chiliens se ressemblent. Une autre fois, j'étais au balcon, situé au 10e étage, regardant un coucher de soleil. La lumière du soleil donnait une couleur sang aux nuages de la cordillère. Soudain, je fus attirée par un étrange personnage en bas, dans la rue. Je suis allée chercher ma paire de jumelles et j'ai regardé le personnage. C'était un homme d'une 30aine d'années, agenouillé comme s'il priait. Parcimonieusement, il mangeait un hot-dog et, de temps en temps, il regardait presque à la dérobée un trou devant lui.
l'un de ces trous ouverts quelques mois auparavant par la direction des travaux publics. Comment, quand et pourquoi ces trois images se sont associées dans mon esprit et m'ont poussé à réaliser un film sur le Chili? C'est difficile à dire. Bien que je soupçonne que le pont qui les réunit était déjà construit avant qu'elles ne m'apparaissent dans les rues de Santiago. Les trois images n'avaient rien à voir entre elles, c'est certain, ni directement ni indirectement. Elles ne formaient pas une véritable allégorie. Il se peut qu'elles fussent des images symboliques dont la consistance était donnée par leur nature inexplicable. Ou pis, dans lesquelles l'explication les a rendues inertes, incapables de devenir fiction. Et les fantômes. Les fantômes. Thème favori des films pour enfants. Ont beaucoup à dire dans ces spéculations. Sheridan Le Fanu, romancier irlandais et érudit en fantomologie, soutient dans une digression de son roman L'Oncle Silas que où l'on voit, où l'on entend les fantômes. Jamais les deux choses. Un fantôme que l'on voit et que l'on entend n'est pas un fantôme, c'est un proche, un voisin ou un intrus, ou le personnage d'un film, même si tous les acteurs sont morts, ou l'enterrement du comte d'Orgaz del Greco qui représente un groupe de fantômes enterrant un fantôme. Imaginons un film où les fantômes ne sont pas des êtres, des personnages qui font peur aux vivants ou ont peur d'eux. Imaginons, décidons que les fantômes sont une fonction. Un film qui se fantomise par vagues. Supposons que l'action du film se passe à Londres. Phil White, professeur de kinothérapie, c'est-à-dire thérapie par le cinéma, retourne à la maison. À l'arrêt de bus, il rencontre Harold Bird, son collègue et détracteur, inventeur de la photothérapie, dont la théorie principale est « le cinéma est un poison » et son corrélat, la photographie est un massage qui fait du bien au corps et à l'âme. En tant qu'ennemi qui se respecte, il se comporte avec courtoisie et laisse même transparaître, parfois, tel ou tel signe de véritable amitié. Il parle du temps et de la dernière bombe humaine avec indifférence et discrétion. Avant que n'arrive le bus de Phil White, Harold Bird le salue et décide de revenir chez lui à pied. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, un grand silence s'est fait dans la rue et peut-être dans tout Londres. De telle sorte que Phil White peut remarquer distinctement que les chaussures d'Harold Bird ne font pas de bruit en frappant le sol. Surprise de Phil White et surprise pour nous. À peine Harold a-t-il disparu de notre vue que le bus arrive. Phil y monte et s'assoit au premier étage. Il voit passer le paysage crépusculaire. C'est l'heure violette. Soudain, il entend une voix qui l'interpelle. « Eh bien, je ne vous avais pas vu. Comment va la vie ?» Surpris, Phil regarde autour de lui. Le bus est à moitié vide. 3 Pakistanais somnolent, un Chinois lit le journal, une dame d'un certain âge tricote et parle toute seule. Mais ce n'est pas elle. « Joli coucher de soleil », dit la voix. Cette fois, Phil la reconnaît, mais il ne voit toujours pas celui qui parle. « Comment ça va, Harold ? Je ne vous avais pas vu. » Et il continue à ne pas le voir. « Je croyais que vous aviez décidé de revenir chez vous à pied. »« J'ai changé d'idée, » dit Harold. Et Phil ne voit toujours personne. Mais la voix continue à parler. Un Pakistanais se retourne sur son siège et les regarde. Beaucoup de gens entrent dans le bus, il se remplit et le siège qui parle reste vide. Phil et Harold bavardent quelque temps. Phil dit « Je descends ici. À bientôt. » Et il descend du bus. Le bus s'en va et nous restons avec Phil. Il marche maintenant dans une rue déserte. C'est presque la nuit. Il passe devant la caméra et traverse la rue. Nous avons le temps de nous rendre compte que l'on n'entend aucunement ses pas. On le voit, mais on ne l'entend pas.
Il entre chez lui. Maintenant, nous entendons ses pas. Il monte les escaliers. Il n'y a personne, demande-t-il. Il voit une femme venir de la cuisine, Edith, son épouse. Bonsoir, dit-il. Tu as passé une bonne journée? Elle lui répond. Mais nous ne l'entendons pas. Mais, apparemment, Phil peut l'entendre parce qu'il lui sourit et lui dit. Je suis content de te l'entendre dire. Pour moi aussi, cela a été une bonne journée. Puis, nous l'entendons dire. Phil, j'ai quelque chose à te dire. Asseyons-nous. Phil lui répond. Nous voyons bouger ses lèvres, mais nous n'entendons pas ce qu'il dit. Je veux divorcer, dit-elle. À nouveau, Philippe répond, et à nouveau, nous ne l'entendons pas. Bon, c'est ton droit, dit-il. On peut boire un coup pour nous dire au revoir. Nous avons passé ensemble des beaux moments très agréables et je t'en remercie. Merci, tu es très gentil, dit-elle. C'est ce que je pense, dit-il. Tu es amoureuse de quelqu'un? Oui, dit-elle, de lui. Et elle montre un coin du salon où, pour nous, il n'y a rien. À la bonne heure, dit Phil. Harold, je ne t'avais pas reconnu. Je croyais que tu allais revenir chez toi à pied. J'ai changé d'idée, dit Harold. Allez, santé, dit Edith. Et tous les trois boivent dans des verres à whisky invisibles. Edith va jusqu'à la fenêtre, regarde dehors et ne peut retenir un cri d'horreur. Mon Dieu, c'est ce que je craignais. Qu'y a-t-il? Dit Phil, en s'approchant de la fenêtre. Regarde, dit Edith. Nous voyons en même temps que Phil qu'au lieu d'être à Londres, ils sont à Rome. Je n'ai rien contre Rome, dit Edith, mais cette ville fantôme dans laquelle nous vivons change à chaque instant. Il y a 2 heures, c'était Casablanca, et ce matin, c'était Caracas. Je te comprends, dit Phil, mais ce n'est pas une raison pour changer de mari. Ils trinquent tous les trois et se mettent à chanter en chœur une chanson écossaise. Pendant qu'ils chantent, ils disparaissent dans les airs. Fin. Au lecteur. Je ne sais si je puis t'appeler ainsi, ô lecteur, à cause que je sais que tu n'existeras point tant que je serai de ce monde. Tu n'es point né, lecteur, et je crains fort que jamais tu ne naisses. Et sans doute demanderas-tu, pourquoi m'écrire si je n'existe point? Mais, mon lecteur, de ce néant de pure espérance qui est le tien, j'ai guetté une missive écrite dedans les airs, et Dieu a voulu inexplicablement que cette lettre, venue du futur, arrive jusque à moi. Me voici, en train de te faire réponse. Ton messager, c'est le vent chaud qui parfume tes côtes. Dans ton imprononçable langue, tu m'as demandé qui je suis et ce que je crois. Je viens te faire réponse dans cette même langue. Bien que les mots et les mots se tordent de douleur entre des fers cruels et de terribles machines, puissent mes mots déchiquetés et déjà morts arriver jusque à toi. Puissent les idées errantes et en peine traverser la mer et le désert. Et voilà ce qu'est ma réponse. Tu sais déjà que la Trarana, prostituée aux yeux de couleurs changeantes, posa comme modèle pour l'annonciation que Ferrante peignit voici 2 ans, et personne ne le pouvait croire. On dit que Ferrante agit sans connaissance de cause, mais
Je ne le crois point. Ce qui est sûr, c'est que le jour qui suivit l'achèvement du tableau, la Trarana sortit dans la rue en proclamant à grands cris qu'elle était redevenue vierge. Elle fut examinée par la sage-femme Maria Mercader qui certifia la chose devant l'évêque. Ensuite, la Trarana alla se confesser auprès du Père et déclara qu'elle avait oublié tous ses péchés. On dit qu'elle chercha et rechercha dedans sa mémoire, mais se rappela seulement de jardins aux lys blancs, que le cas fut transmis au Saint-Office, qui ne voulut prendre aucune décision et invoqua la stupeur, et que preuves et contre-preuves de ces faits furent envoyées à Madrid, mais entre-temps la Trarana disparut et on la retrouva à Madrid, où Diego de Velázquez l'a pris comme modèle pour représenter l'Espagne dans son allégorie de l'expulsion des morts. Et dans ce tableau, on peut voir la Trarana vêtue en matrone romaine. Peu après, elle se mit à grossir et en quelques semaines, sa grossesse devint manifeste. Après 33 jours, elle donna naissance à un mort aux cheveux frisés qui avait toutes ses dents et l'on dit que lorsqu'il souriait, on entendait une musique. Ceux du Saint-Office le virent, et ils dissimulèrent le cas au peuple, de crainte qu'on ne parlât d'un nouveau prophète. Pourtant, la chose n'a rien d'extraordinaire, et il n'y a en elle point de miracle. La dite Trarana, cependant qu'elle posait, s'était mise à pleurer comme l'idée l'exigeait, et comme Ripa affirme qu'il faut faire. Sans doute avala-t-elle quelques larmes qui se collèrent au corps et germèrent, ainsi que souvent cela se passe. Il y a des faits inexplicables. Il y a quelques mois, apparut dans la troupe du Prado de la Rosa un moussaillon qui disait être joueur de viol et de viellette, danseur, bon chanteur, acrobate. Il assurait avoir reçu toutes ces grâces des comiques italiens. Il assura s'appeler Villas ou Villegas, et les comédiens remarquèrent ses talents et aptitudes. Ils lui accordèrent maint rôle dans les comédies de leur théâtre, il fit preuve de discrétion et se fit aimer de tous, et détesté d'un seul, son ennemi. Un Portugais borgne et patibulaire, lui cherchait noise et faisait la guerre nuit et jour, mais le bon Villas ne fit nul cas de ses attaques et offenses. Semblant au contraire trouver bonne grâce à des blagues et même aux agressions, aux pincements et aux coups de pied avec lesquels l'autre avait l'habitude de lui souhaiter la bienvenue au commencement de chaque représentation. Le Lusitanien, voyant que rien n'arrivait à le toucher, fit mine de changer d'attitude et de devenir son ami et protecteur. Il se mit à le suivre partout et passa quelquefois la nuit avec lui. C'est ainsi qu'il découvrit que Villas ne dormait jamais et qu'il était toujours frais et dispos. Ils avertirent un curé qui était un ami en même temps qu'un parent éloigné et tous deux le surveillèrent. Un jour, ils s'aperçurent que le jeune homme s'éloignait parfois de tous pour s'aller perdre dans un bosquet. Ils le suivirent et découvrirent qu'il se cachait dans une grotte. Ils le suivirent encore et le surprirent avec sa viole, donnant la sérénade à un dormeur. Ils ne trouvèrent là rien de surprenant, stupéfiant ou scandaleux, hormis que la voix paraissait sortir de la viole. Et au milieu de la chanson, le dormeur sembla se réveiller. Ce fut alors la stupeur et le scandale, car au moment même où le dormeur ouvrit les yeux, le chanteur s'évanouit dedans les airs, laissant derrière lui, comme un nuage, ou une bruine acide. Le jeune homme réapparut le jour suivant. Ils recommencèrent à le suivre. Et le surprirent cette fois qui chantait auprès d'une veuve endormie que tous tenaient pour condamnée et presque morte. Mais il la réveilla avec son chant, et Derechef s'évanouit dans les airs. Le curé avertit le Saint-Office qui fit questionner le jeune homme sans rien trouver à lui reprocher. Il fit preuve de bonne humeur, conta et montra qu'il était né à Alcalá de Henares, qu'il était un bon fils et pensait même un jour se faire moine, et nul ne put prouver qu'il ne dormait jamais.
Pendant ce temps-là, on mit le curé et le portugais à la question, leur ôtant ainsi l'envie de poursuivre leur dessein de perdre Villegas. Et l'on dit qu'à la fin de cette année-là, arrivèrent un jour à la représentation des gens venus de diverses parties d'Espagne, d'Italie, et qu'assistant à la représentation dans le théâtre de Prado, tous s'endormirent avant la fin de la seconde partie. Alors, Villas se mit à chanter et danser, et ceci les fit revenir à eux. Mais le jeune homme ne s'évanouit pas dans les airs ainsi qu'on aurait pu le croire. Il se mit à bâiller violemment, provoquant un scandale général. Puis, il s'endormit. Et les dormeurs, qui étaient au nombre de 370, comme sont les jours d'une année bissextile, s'évanouirent dans les airs. Et le jeune homme Villegas dort encore, et l'on croit qu'il ne se réveillera jamais. Il est très malade, et certainement, il mourra la semaine prochaine. Je suis portugais. Cela fait très longtemps que je ne parle plus ma langue maternelle et j'en suis fier, même si je n'ai jamais réussi à parler convenablement une autre langue. C'est dire que je me sens 2 fois portugais. À vrai dire, j'aurais pu m'exprimer en français, mais depuis mon séjour en Espagne, je crois avoir perdu la parole et me voici résigné à faire traduire mes souvenirs, écrits en lengua franca, par ma compagne barcelonaise, dite la française, pendant la fermeture forcée du Pélican. Et c'est peut-être grâce à la saison des pluies que je n'avais pas subi depuis des siècles, que certains détails de l'histoire, submergés par les péripéties les plus frappantes, si j'ose dire, surgissent, comme les corps des noyés d'autrefois. Je dis bien autrefois. Ce mot me vient à l'esprit en ce moment précis. J'entends la voix de la Française qui m'appelle. Assise devant une table éclairée à giorno par une lampe à pétrole, là, au fond de la piste, je la vois, son crayon à la main, devant un cahier d'arithmétique, prête à transcrire en français mes souvenirs polyglottes. J'écoute le tonnerre. Mes enfants crient dans la cour. Je ferme les yeux, je sens venir la pluie. Alors je m'installe dans le hamac et j'invoque les images d'autrefois. Et soudain, c'est le mot « autrefois » qui l'emporte. Oui, je dis à voix haute « autrefois ». Et les images du passé et du présent s'évanouissent pendant que la voix toute puissante du visiteur résonne dans ma tête. J'entends à nouveau dire « autrefois ». Oui, je m'écoute dire « En los nidos de antano no hay pájaros hagano ». Un coup de poing sur la table du bar et la voix du visiteur. « Autrefois, c'est maintenant, monsieur. Cutino ». En anglais. Oui, il parlait l'anglais, mon père et le visiteur, il parlait la langue interdite par ma mère. Il faisait nuit noire. Au fond du bar, mon père et le visiteur discutaient devant un verre d'eau de vie. Je crois bien que c'était la première fois que je voyais mon père ivre. La première et la dernière. « Viens ici, dit-il. Voici mon fils. »« Je vois, dit le visiteur. Tu as bien dormi, petit ? Il s'endort partout sauf dans son lit. » Très bien, voici un aventurier, me dit le visiteur. Autour de moi, il faisait nuit. Je le savais, il devait être 6 heures du matin. Ça fumait de partout dans l'île en ce mardi des sacrifices. Je me suis enfui vers les montagnes, personne ne pouvait me voir, je m'arrêtais une fois, une seule, pour regarder longuement autour de moi. La camionnette du vétérinaire faillit m'écraser. Une idée me prit. Chacune de mes cuisses était un chat en agonie, revisité par les fourmis. Elles n'étaient pas mortes pourtant, mes cuisses. Elles cherchaient à s'amuser avec les billes lunaires, les rotules. Un vrai gâchis, cette promenade. Il fallait agir ou se cacher, et moi je n'allais tout de même pas me figer devant une vache morte à peine sortie de sa tombe laiteuse.
et tout se confond à présent. Il faisait encore nuit autour des abattoirs, mais déjà l'île brûlait. Quelqu'un me reconnut, mais je ne voulus pas répondre à ses gestes, à mon avis, exagérés. Je partis. En quoi me sentais-je coupable? Je dormis en plein air toute la matinée. Oui, l'île brûlait. La chaleur, les incendies, l'odeur de la viande grillée. Je me réveillais, j'avais faim. En marchant en ligne droite vers la montagne enneigée, je risquais de rencontrer des copains qui souvent y pique-niquaient. Mais rien. J'avais dévié. C'était ma faute. Jamais je n'avais eu la patience d'explorer l'île. Maintenant, j'étais condamné à tourner en rond. Tout ce que je viens de vous raconter eut lieu dans ma tête, pendant les 2 semaines qui suivirent. La logique profonde et la logique plate et bâtarde s'entremêlaient anxieusement, comme 2 sœurs jumelles en train de se battre. Admettons que j'avais tout oublié. J'étais persuadé d'être un adulte. Sans que je le sache, une vie étrangère, montée de toutes ses pièces, s'était installée en moi avec une parcimonie fiévreusement persuasive. J'avais hâte d'être cet adulte qui se croyait être moi. Bref, admettons que tu sois ton père, soufflait ma voix. Admettons que tu m'aies vraiment tué. Mais alors, comment se fait-il que tu aies mon corps blessé? Le bleu du ciel ne faisait que prêter crédibilité à cet état des choses, mais le soleil couchant m'aveuglait, m'endormait, et les souvenirs du mort se repliaient déjà vers les coins de la demeure. Où étais-je? Je tombais, c'était la seule chose dont j'étais sûr. Je tombais après avoir tiré sur celui que je croyais être aussi mon fils. Aussi? En bas, quelqu'un jouait du piano. J'essayais de me mettre debout. Je marchais dans les nuages emportés par la valse. Entouré de fantômes, je m'aperçus dans un miroir qui s'éloignait de moi vers les zones obscures de la maison. Dans cette maison, il n'y avait que des portes. Une entr'ouverte amenait la musique. J'entrais dans un salon-bibliothèque. Ma tante jouait du piano. Moretti et le docteur dansaient. Il y avait des livres partout. Il y avait un livre. Il n'était question que d'un seul livre. Désormais, j'écris tous les jours. Je prophétise des ensembles d'événements. Des paysages truffés de trouvailles. Des états d'âme. Des événements parallèles que personne ne pourra vérifier. Qu'importe, je suis tombé dans le piège et maintenant je commence à comprendre certains propos énigmatiques du Midas. Les pirates ont fêté ce semblant de victoire avec un grand repas généreusement arrosé. Le moment venu, je me suis mis debout et j'ai abandonné la scène. Il me faut dire que je venais de deviner ce qui allait se passer 10 minutes plus tard. Les dégâts sont considérables. Il y a 2 morts qu'on a fait disparaître dans une chaudière. L'espoir de retrouver les fugitifs est perdu. Mes dons de voyance n'ayant pas échappé à certains membres de l'équipage, ils me regardent avec curiosité et une sorte de piété féminine. Le témoin a changé 4 fois. En principe, son rôle se limite à vérifier l'authenticité des écritures et à rédiger un compte-rendu hebdomadaire de pointage. Ce que j'écris chaque jour, on l'appelle la feuille de service. Chaque matin, elle est distribuée aux joueurs. À la fin de la journée, après une petite réunion, on fait le bilan et on passe à la suite. Cette fin désastreuse n'arrêta pas l'expédition. Je tenais à voir de mes propres yeux ce que j'avais prophétisé avec tant de maladresse. Je vous épargnerai les péripéties du voyage, cela m'a pris 10 années de ma vie et fera l'objet du prochain volume des mémoires que je rédige actuellement. Oui, j'ai trouvé l'île. Elle n'est pas dans l'archipel des îles au trésor, mais bien en plein milieu du désert. Non, ce n'est pas une oasis, mais des ruines d'un fortin du XVIIIe siècle. Je n'ai pas trouvé le trésor. Je n'ai jamais songé à le chercher. J'y ai passé les 10 meilleures années de ma vie avec la femme que j'aime le plus au monde. C'est là que j'ai appris à jouer du piano. Bien entendu, à l'époque, j'étais plus jeune, plus espiègle. C'était autrefois.
J'espère que vous avez eu plein d'images qui viennent donc des textes de Raoul. Voilà. Bonne soirée. Parler de souvenirs de tournage de Raoul Ruiz, c'est une source d'anxiété à part entière parce qu'il y en a tellement que voilà. Bon, j'ai envie d'en citer un parce qu'il était à la fois baigné d'étonnement de sa part et d'humour en même temps. C'est le jour où Raoul Ruiz a voulu donner une leçon de gifle de cinéma à Alain Sachs. Alors si Alain Sachs entend ce propos, peut-être que ça lui rappellera quelque chose. Toujours est-il que pendant de longues minutes, Raoul Ruiz, dans le climat des décors dans lequel on travaillait à ce moment-là, donc dire un décor aussi surréaliste et baroque, a tenté de montrer à Alain Sachs quel mouvement il fallait faire, mais un grand coup de gifle simulé. Et j'avoue que pour un photographe, c'est un petit bonheur de se trouver à ce moment-là sur le théâtre d'une scène de cet ordre-là. Donc il y avait du rire, mais en même temps, il fallait quand même un résultat. Donc cette espèce d'ambiguïté était magnifique. C'était un moment vraiment incroyable. Et évidemment, le photographe a fait son travail, mais dans un deuxième temps, heureusement, il a fallu répéter la scène à plusieurs reprises. Un des souvenirs marquants, parmi des milliers de choses, c'est vraiment un foisonnement de souvenirs. Voilà. J'ai partagé avec Raoul Ruiz. En fait, je n'ai pas un souvenir particulier qui me vient tout de suite. Mais là, à l'image, c'est son regard. J'aimais beaucoup son regard. C'était un regard d'enfant. Et c'est quelqu'un qui racontait des histoires comme dans ses films. Dans la vie, il nous racontait toujours des histoires. Et j'étais fascinée justement par la manière dont il trouvait les rythmes, le récit, même dans sa voix, dans la manière de bifurquer d'une histoire à une autre, et en suivant son regard. Voilà. Ce que j'ai aimé aussi et qui me revient en mémoire, c'est sa manière de déambuler dans la rue. C'était un marcheur, il marchait les bras derrière le dos et la tête un petit peu dans les étoiles. Le marcheur qui rêvait dans la rue. Donc c'est des images de Raoul qui me viennent. Des souvenirs, j'ai des souvenirs un peu rigolos, puisque cette collection, je lui avais demandé de participer, d'écrire des fictions dans cette maison d'édition que j'ai créée, d'Ivoire. J'avais proposé aussi au même moment à un autre cinéaste cette même expérience, de faire cette aventure, donc, et c'était Peter Greenaway. Donc je les avais fait rencontrer et c'était la première fois. C'était dans un appartement que je venais d'aménager, qui était assez pourri en fait. Il y avait tout à refaire, donc on avait une table un peu basique et on allait traîner un petit peu à table avec une bouteille sur la table. Et je me souviens que Raoul aimait bien le bon vin, etc., le manger, et tout ça, ça fait partie aussi de l'amitié du repas. Et Peter qui commençait à souligner avec des traits la bouteille qui se vidait. Et c'était vraiment très drôle. Et c'est une histoire qui se sont remémorées tous les deux, souvent. Et l'autre histoire dont je me souviens aussi avec les deux, c'est que par rapport à cette collection, Raoul il me disait, dis-moi Peter, il a fait combien de livres là? Bon, il faut que je le rattrape. Voilà,
voilà, c'était un petit jeu, c'était une petite aventure avec des chemins de traverse. Et ce qui est très émouvant pour moi, c'est que ce qu'on vivait de manière un peu légère, même si l'histoire, les écrits étaient des choses faites très sérieusement, c'est qu'au fond, c'est une vie, c'est une trace de vie. Raoul n'est plus là, et en fait, ses écrits, c'est cela, des choses qu'on appelle un peu légèrement, mais qui montrent peut-être aussi cette manière d'être aventurieux, avec sérieux. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Elsa Zilberstein qui a joué dans le film de Raoul Ruiz que vous allez voir ensuite. Et c'était difficile de faire une rétrospective intégrale des films de Raoul Ruiz parce qu'il en a fait plus d'une centaine. Donc ici, il y en a 16 qui sont présentés. Là, on est parti, là c'était en banlieue parisienne, enfin, et en Suisse. Et puis après, j'ai fait un film au Chili. Il m'a appris qu'on pouvait faire du cinéma comme ça, légèrement aussi, en étant des enfants. Et Raoul, c'était vraiment un homme d'un autre siècle. C'était un homme, je dirais, un homme des Lumières, qui savait tout sur tout. C'est un homme qui m'a fait lire La Combinatoire de Raymond Loul. Personne ne sait ce que c'est, j'imagine, moi non plus. C'était quelqu'un d'un autre siècle, vraiment. C'est un homme très érudit, qui connaissait aussi bien les mathématiques que l'art, que la littérature, qui était tellement humble. Pour moi, les gens intelligents, c'est des gens qui se mettent à la hauteur des autres. Et Raoul était quelqu'un comme ça, qui jamais n'étalait sa culture. Il savait tout sur tout. Et puis surtout, il avait cette fascination. Dès que tu lui proposais une idée, il partait avec. Il était vraiment très enfantin dans sa manière de faire du cinéma. On faisait très peu de prises. Et il s'amusait. Voilà, il avait toujours des idées folles. Une scène qu'on lisait, je me souviens... Il disait, en fait, tu vas aller sous la table avec un petit animal et lire. Tout devenait original, en fait. Une scène comme ça qu'on lisait le matin, avec lui, avec ses yeux, devenait une scène buñuelienne. Je dis buñuelienne volontairement. Pour moi, il y avait quelque chose de Buñuel chez Raoul Ruiz, même s'il était vraiment, il avait sa patte à lui. Et c'est surtout un cinéaste qui reste un cinéaste chilien. Et je le sens vraiment dans sa poétique, dans sa manière folle et merveilleuse de s'envoler avec les êtres. Il n'avait pas les mêmes repères. Disons que il n'y avait pas vraiment de... Je me souviens d'avoir posé plein de questions pour ce film, par exemple, puisque c'est un personnage, c'est une petite Alice au pays des merveilles, perdue dans un monde comme ça un peu particulier. Moi, j'avais besoin de comprendre pourquoi elle fonctionnait, pourquoi elle voyait des anges, pourquoi... Donc moi, je me suis fait mon film à côté du sien, mais c'était pas quelqu'un qui vous donnait des clés psychologiques. Moi, j'avais besoin de comprendre. Donc j'ai trouvé mes questionnements. Mais c'était plus quelqu'un qui vous guidait, qui avait un cadre très précis. C'était très rassurant. C'est un cinéaste, vraiment, on peut se laisser bercer. Moi, j'avais besoin de me remplir psychologiquement et de me remplir. Donc, je me suis fait tout un monde. J'ai créé ce personnage. Mais il parlait pas de comment elle était. Voilà, c'était plus les attitudes et les scènes bizarres dans lesquelles je me retrouvais. Moi, j'avais besoin de comprendre. Donc, j'essaie de trouver un sens à tout ça. Donc ça marchait bien entre nous en fait. J'essayais d'apporter la profondeur qu'il ne donnait pas forcément à l'actrice, et moi je apportais peut-être ma profondeur et ce que j'étais, en essayant de créer un personnage avec ses failles, et un personnage qui soit plus touchant que juste être un automate. Voilà, donc parce qu'on pouvait aussi se laisser porter avec Raoul de manière assez facile, rentrer là, passer là. En fait, c'est la grâce incarnée, cet homme, pour moi. Et il va manquer beaucoup, et voilà. J'espère que vous passerez une bonne projection. C'est un film que je trouve qui était à Cannes en sélection officielle, et j'ai monté les marches main dans la main avec lui. C'était très émouvant. Donc c'est un souvenir très particulier dans mon cœur, et c'est un homme qui était mon papa de cinéma, quand même un petit peu, avec Maurice Pialat, mais c'était un papa de cinéma. En vous écoutant parler, je pense aux lectures qu'on vient d'entendre, et c'était difficile d'organiser juste
une rétrospective Raoul Ruiz. Donc il y a plusieurs choses qui se sont faites autour, dont l'exposition de Bernard Hébert que vous avez vue au-dessus, qui a pu être faite grâce aux personnes du Nouveau Latina aussi, qui vous remercie vraiment très chaleureusement de nous accueillir depuis de nombreuses années, et encore en ce 10e anniversaire du festival. Et puis dire qu'en effet, comme vous avez évoqué des choses très personnelles, quand on aime le cinéma, on attend le prochain Raoul Ruiz. On ne l'attendra plus. Sauf qu'on va quand même voir le dernier film, absolument, donc La Nuit d'en face, qui sera bien sûr présenté ici le dernier jour du festival, donc le mardi 10. Vous verrez, c'est un film très prémonitoire, très curieux, hanté par la disparition et très curieusement. J'aurais tellement d'anecdotes. Voilà. C'est vrai que c'était un homme incroyablement passionnant et d'une grande gentillesse. Et je tiens à le dire, c'est très important. D'une grande gentillesse, d'une grande douceur, mais qui voyait vraiment les êtres. Il était très très fin sur les gens. Voilà. Bonne projection à tous. Merci encore d'être là. Et à très bientôt au festival.